Je n'ai jamais imaginé que mon propre fils serait capable de m'humilier de cette façon, devant un juge, devant des inconnus, devant le monde entier. J'étais là, Charles Dubois, 65 ans, assis sur ce banc froid du tribunal de Lyon, écoutant Philippe dire les mots les plus cruels qu'un père puisse entendre. Votre honneur, mon père n'a plus la capacité de gérer ses propres affaires. Il n'a pas d'argent pour subvenir à ses besoins. Il vit comme un indigent dans cette vieille maison, sans ressources, sans rien. Sa voix sonnait si assurée, si convaincante, que pendant un moment j'ai moi-même douté de ma propre réalité. Les larmes brûlaient mes yeux, mais je les ai ravalées. Je n'allais pas lui donner le plaisir de me voir m'effondrer, pas là, pas devant tout le monde. Sophie, ma belle-fille, acquiesçait depuis son siège, comme si elle était la femme la plus préoccupée du monde. Cette hypocrite qui n'avait jamais levé le petit doigt pour m'aider, qui m'avait toujours vu comme un fardeau dans la vie de son mari. C'est le mieux pour lui, votre honneur. Il a besoin d'une supervision constante. Il ne peut pas continuer à vivre seul dans ces conditions. J'avais envie de me lever et de crier qu'elle ne savait absolument rien de mes conditions, qu'elle ne s'était jamais souciée de demander comment j'allais vraiment, mais la voilà qui jouait la belle fille modèle, préoccupée par le bien-être de son beau-père. L'avocat de Philippe a continué avec son discours venimeux. Monsieur Dubois a montré des signes clairs de détérioration financière. Sa maison est en mauvais état, il n'a pas de revenus visibles, et franchement, votre honneur, nous pensons qu'il doit être placé sous tutelle pour sa propre protection. Chaque mot était comme un coup de poignard, une tutelle pour moi. Après tout ce que j'avais travaillé, tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais sacrifié pour cette famille. Je me suis senti si petit à ce moment-là, si invisible, comme si toute ma vie n'avait servi à rien. La salle était pleine de gens qui me regardaient avec pitié. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi, me jugeant, m'évaluant, comme si j'étais un objet cassé qui devait être réparé ou jeté. Philippe continuait à parler, chaque phrase plus douloureuse que la précédente. Mon père ne comprend pas la valeur de l'argent, votre honneur. Il vit dans une fantaisie où il croit que tout va bien, mais la réalité est qu'il est au bord de l'indigence. Fantaisie. Il m'a traité de fantaisiste, le garçon que j'ai élevé, à qui j'ai tout donné, qui n'a jamais eu à s'inquiéter de rien, parce que je m'occupais de tout. Mon petit-fils Lucas était assis au fond de la salle. C'était le seul qui me regardait avec amour, avec compréhension. Ses yeux verts étaient remplis de larmes, et ça me brisait le cœur de le voir souffrir de cette situation. Il savait que quelque chose n'allait pas, que son père mentait, mais il n'avait que 16 ans. Que pouvait-il faire contre toute cette machine juridique que Philippe avait mise en mouvement? Je lui ai souri légèrement, essayant de le rassurer, mais à l'intérieur, je sentais que je m'écroulais, morceau par morceau. Le juge m'a regardé avec cette expression que j'avais déjà vue tant de fois dirigée vers les personnes âgées, un mélange de compassion et de condescendance. « Monsieur Dubois, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense ?» Sa voix était gentille, mais je pouvais percevoir qu'il avait déjà pris une décision. Tout le monde avait pris une décision. J'étais le vieux fou qui ne savait pas gérer sa vie, qui avait besoin que d'autres décident pour lui. Je me suis levé lentement, sentant le poids de mes 65 ans sur mes épaules. « Votre honneur », ai-je commencé, mais Philippe m'a immédiatement interrompu. « Votre honneur », comme vous pouvez le voir, mon père est confus, il ne peut même pas articuler une réponse cohérente. La salle s'est remplie de murmures. Certaines personnes ont même ri doucement. Elles riaient de moi, qui avais tout construit à partir de rien, qui avait travaillé jour et nuit pour donner à ma famille une vie digne. Le son de ces rires m'a traversé l'âme comme des couteaux. C'était la plus grande humiliation de ma vie, et elle venait de la personne que j'aimais le plus au monde. Mon propre fils. Sophie s'est approchée de Philippe et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Il a acquiescé et s'est de nouveau adressé au juge. « Votre honneur, ma femme et moi sommes prêts à prendre en charge les quelques biens que mon père pourrait avoir. Ce n'est pas grand-chose, mais nous ferons tout notre possible pour lui garantir une fin digne. » Une fin digne.
Il parlait de moi comme si j'étais déjà mort, comme si ma vie était terminée, et qu'il ne restait plus qu'à attendre pour m'enterrer. La colère a commencé à grandir en moi, mais je l'ai gardée sous contrôle. Ce n'était pas encore le moment. L'avocat de la défense que Philippe avait engagé pour me représenter semblait plus intéressé par son téléphone portable que par mon affaire. Il avait évidemment été acheté ou convaincu qu'il valait mieux ne pas compliquer les choses. Chaque fois que j'essayais de parler, il me faisait taire avec des gestes, comme si ma voix n'avait pas d'importance, comme si mes mots étaient sans importance. Il était évident que tout était arrangé, que cette audience n'était qu'une formalité avant qu'il me déclare incapable et que Philippe prenne le contrôle de tout. Mais il y avait quelque chose qu'aucun d'eux ne savait, quelque chose qui changerait tout. Au cours des derniers mois, j'avais remarqué des changements chez Philippe qui m'inquiétaient profondément. Ce n'était plus le garçon doux que j'avais élevé, mais un homme amer et plein de ressentiment qui semblait me reprocher tous ses problèmes. Tout avait commencé après la mort de ma femme il y a 2 ans. Ma femme, la mère de Philippe, avait été le pilier émotionnel de la famille, et quand elle est morte, quelque chose s'est brisé en lui. Mais au lieu de se rapprocher de moi pour que nous nous consolions mutuellement, Philippe est devenu froid et distant. Il a commencé à remettre en question chaque décision que je prenais, chaque euro que je dépensais, chaque mouvement que je faisais dans ma propre maison. « Papa, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça », me disait-il constamment. « Cette maison est trop grande pour toi. Tu dépenses trop pour des choses inutiles. Tu n'as pas de revenus fixes. » Ces paroles étaient comme de petits poignards qui se plantaient dans mon cœur chaque fois qu'il venait me rendre visite. Sophie le soutenait en tout, bien sûr. Elle voyait dans ma situation une opportunité en or. Elle savait que ma maison était dans un quartier très prisé de Villeurbanne, et ses yeux brillaient chaque fois qu'elle parlait de ce que nous pourrions faire avec cet argent si nous la vendions. La pression a commencé de manière subtile. D'abord, c'étaient des commentaires sur mon âge, sur le danger pour un homme âgé de vivre seul. Puis, ils ont commencé à apporter des brochures de maisons de retraite, de beaux endroits où vous pourriez vous faire des amis de votre âge, papa. L'idée me retournait l'estomac. Je n'étais pas prêt à être rangé dans un endroit comme ça, comme si j'étais un objet qui ne sert plus et qui doit être stocké jusqu'à ce qu'il se décompose complètement. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était de voir comment Philippe avait changé avec Lucas, mon petit-fils. Avant, nous étions très proches. Lucas venait me rendre visite tous les week-ends, me racontait ses secrets, ses rêves, ses problèmes au lycée, mais Philippe a commencé à limiter ses visites. « Grand-père est très occupé », disait-il, ou « nous ne voulons pas le déranger ». C'était un mensonge, bien sûr. Je n'étais jamais trop occupé pour mon petit-fils. Lucas était la lumière de mes yeux, la seule raison pour laquelle il valait la peine de continuer à se battre. Un après-midi, Lucas a réussi à s'échapper et est venu me voir. Il pleurait. « Grand-père, papa dit que tu deviens fou, que tu oublies les choses, que tu ne peux plus t'occuper de toi tout seul. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Tu te souviens toujours de tout. Tu vas toujours bien. » Ces paroles m'ont brisé le cœur parce qu'elles confirmaient ce que je soupçonnais déjà. Philippe préparait le terrain pour ce qui allait se passer au tribunal. Il construisait un récit dans lequel j'étais un vieil homme sénile. « Ne t'inquiète pas, mon garçon », lui ai-je dit en le serrant fort dans mes bras. « Les choses vont s'arranger. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance, d'accord ?» Lucas a acquiescé, mais je pouvais voir la peur dans ses yeux. Il savait que quelque chose de terrible allait se passer, même s'il ne comprenait pas exactement quoi. Cette nuit-là, après son départ, je suis resté éveillé à penser à tout ce que j'avais construit au fil des ans, tout ce que j'avais gardé secret pour protéger ma famille. Voyez-vous, Philippe ne savait rien de ma vraie vie. Pour lui, j'étais simplement son père veuf, qui vivait de sa retraite et de quelques économies. Je ne lui avais jamais parlé des investissements que j'avais faits pendant 40 ans, des propriétés que j'avais achetées discrètement dans différents pays, de l'empire que j'avais construit brique par brique pendant qu'il grandissait.
J'ai fait ainsi parce que je croyais que c'était le mieux, parce que je voulais que mon fils fasse des efforts par ses propres mérites, qu'il ne dépende pas de mon argent pour faire quelque chose de sa vie. Ma défunte épouse connaissait une partie de la vérité, mais elle respectait ma décision de rester discret. Elle savait que j'avais quelques affaires, mais je ne lui ai jamais donné tous les détails. C'était mon secret, mon projet personnel, ma façon de garantir l'avenir de la famille sans créer de dépendance ou de paresse. Pendant des décennies, pendant que Philippe allait à l'école, à l'université, se mariait et avait Lucas, je continuais à travailler en silence, à développer mes investissements, à acheter des propriétés dans des endroits stratégiques. J'avais des immeubles d'appartements à Nice, des maisons de vacances en Bretagne, des locaux commerciaux à Paris, des terrains en Bourgogne qui avaient pris une valeur incroyable. Sur la Côte d'Azur, j'avais acheté 3 propriétés face à la mer, qui valaient maintenant une fortune. J'avais aussi des investissements au Portugal et en Espagne, des pays où la demande immobilière ne cessait de croître. Tout cela, je l'avais fait avec l'aide de Robert Martin, mon comptable et conseiller financier de toujours, un homme discret et fiable qui avait été comme un frère pour moi. Robert connaissait chaque détail de mes finances. Il gérait mes comptes, supervisait les loyers, réinvestissait les bénéfices. Il était le seul à savoir que mes revenus mensuels dépassaient les 40 000 € entre toutes mes propriétés et investissements. Il était le seul à comprendre pourquoi je vivais de manière si simple malgré tout cet argent. « Charles, me disait souvent Robert, tes enfants devraient connaître la vérité. C'est injuste qu'ils pensent que tu es dans la pauvreté, alors que tu es l'un des hommes les plus prospères que je connaisse. » Mais je lui répondais toujours la même chose. « Robert, l'argent change les gens. J'ai vu des familles se détruire pour un héritage, des fils qui deviennent paresseux parce qu'ils savent que leurs parents vont les entretenir, des petits-enfants qui grandissent sans valeur parce qu'ils n'ont jamais eu à lutter pour quoi que ce soit. Je ne veux pas ça pour Philippe, ni pour Lucas. Il respectait ma décision même s'il n'était pas toujours d'accord. Maintenant, assis dans ce tribunal, écoutant mon propre fils parler de moi comme si j'étais un indigent, j'ai commencé à me demander si j'avais pris la bonne décision. Philippe continuait sa performance magistrale. « Votre honneur, mon père refuse d'admettre sa situation. Il insiste que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. Il n'a pas de chauffage adéquat en hiver. Il mange très peu pour économiser de l'argent. Il porte des vêtements vieux et rapiécés. C'est désolant de voir comment il se détériore par orgueil. » Chaque mot était un mensonge parfaitement construit. Je n'avais pas de chauffage, parce que je préférais utiliser des manteaux. Je mangeais peu parce que je prenais soin de ma santé. Je portais des vêtements simples parce que je n'avais besoin d'impressionner personne. Sophie s'est levée pour ajouter son témoignage. « Votre honneur, mon beau-père rejette constamment notre aide. Quand nous lui offrons de l'argent pour des réparations dans la maison, il dit qu'il n'en a pas besoin. Quand nous suggérons qu'il déménage dans un endroit plus petit et plus facile à entretenir, il se fâche et nous met dehors. Il est clairement dans le déni de sa situation financière. » La salle murmurait avec compréhension. Tout le monde pensait que j'étais un vieil homme têtu et orgueilleux qui préférait souffrir plutôt que d'accepter de l'aide. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que je rejetais leur aide parce que je savais exactement quelles étaient leurs vraies intentions. Ils ne voulaient pas m'aider, ils voulaient me contrôler, ils voulaient que je vende ma maison pour qu'ils puissent garder l'argent, ils voulaient que je déménage dans une maison de retraite pour pouvoir m'oublier. Ils voulaient que je signe des papiers qui leur donneraient le pouvoir sur mes décisions. Tout cela alors qu'ils croyaient que je n'avais rien d'autre que cette maison et quelques économies insignifiantes. Le juge semblait de plus en plus convaincu que Philippe avait raison. Ses questions pour moi étaient condescendantes, comme s'il parlait à un petit enfant qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. « Monsieur Dubois, comprenez-vous pourquoi votre famille est inquiète ?» Il m'a demandé avec cette voix douce qu'on utilise avec les malades mentaux. J'ai voulu crier que je comprenais parfaitement, que ce que je ne comprenais pas, c'était comment mon propre fils était devenu si cupide et cruel.
Mais je suis resté silencieux, attendant le moment parfait. Je savais que Robert était en route. Je lui avais envoyé un message avant d'entrer dans le tribunal, activant le plan que nous avions discuté pendant des mois. Si jamais les choses en arrivaient à cette extrémité, si Philippe essayait vraiment de me faire déclarer incompétent, Robert avait des instructions spécifiques sur ce qu'il fallait faire. Il avait tous les documents, tous les papiers, toutes les preuves de qui j'étais vraiment et de ce que j'avais construit tout au long de ma vie. L'audience continuait, et je pouvais sentir le piège que Philippe avait si soigneusement préparé se refermer. Mais il ne savait pas que j'avais aussi un piège, un beaucoup plus puissant, qui changerait tout en quelques minutes. L'avocat de Philippe a sorti un dossier rempli de papiers et a commencé à présenter ce qu'il appelait des preuves de mon incapacité. Votre honneur, nous avons documenté de multiples incidents qui démontrent la détérioration mentale et financière de M. Dubois. Mon cœur s'est accéléré. Quel genre de preuves pouvait-il avoir? Quels mensonges avait-il fabriqué pour justifier cette farce? L'homme a commencé à lire une liste qui m'a glacé le sang. Monsieur Dubois oublie de payer ses factures à temps. Il a été vu parlant tout seul dans le jardin. Il achète de la nourriture en excès qui pourrit ensuite et, selon les témoignages de voisins, il sort parfois de chez lui sans se rappeler où il allait. Chaque accusation était une distorsion cruelle de la réalité. Oui, parfois je payais les factures quelques jours en retard, mais pas parce que je les oubliais, mais parce que je les examinais méticuleusement avant de les payer. C'était une habitude que j'avais développée pendant des années pour contrôler mes dépenses, pas un signe de démence. Et oui, je parlais dans le jardin, mais pas à moi-même, mais au téléphone avec Robert, en me promenant parmi mes plantes, discutant d'investissement et de stratégie financière. Les voisins, évidemment, ne pouvaient pas entendre mes conversations téléphoniques depuis leurs fenêtres. L'histoire de la nourriture qui pourrissait était particulièrement cruelle. J'achetais des légumes et des fruits en grande quantité parce que je les distribuais aux familles nécessiteuses du quartier. Il y avait une dame avec 3 enfants qui travaillait comme femme de ménage et je lui apportais des sacs de nourriture toutes les semaines. Il y avait aussi un vieil homme qui vivait seul à 2 rues de là et je m'assurais qu'il ait de la nourriture fraîche. Mais bien sûr, Philippe ne s'était jamais soucié de me demander pourquoi j'achetais autant. Il avait simplement supposé le pire et l'avait utilisé contre moi. De plus, a continué l'avocat, Monsieur Dubois a commencé à montrer des signes de paranoïa. Il dit à son petit-fils qu'il y a des choses qu'il ne peut pas raconter, qu'il a des secrets importants, et qu'un jour, tout sera révélé. Ce sont des indicateurs clairs de pensées délirantes chez les personnes âgées. La salle a murmuré avec inquiétude. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Lucas avait raconté ces conversations. Mon propre petit-fils avait été interrogé et manipulé pour fournir des munitions contre moi. J'ai regardé derrière et j'ai vu Lucas avec des larmes coulant sur ses joues. Ses yeux me suppliaient de lui pardonner. Je pouvais lire sur ses lèvres les mots « Pardon, grand-père ». Mon pauvre petit-fils avait été utilisé comme un pion dans le jeu sale de son père. Philippe l'avait probablement mis sous pression, l'avait fait se sentir coupable, l'avait convaincu que raconter ces détails aiderait grand-père. Lucas n'avait aucune idée que chaque mot qu'il avait dit innocemment serait déformé et utilisé comme preuve de ma prétendue démence. Philippe s'est levé à nouveau. « Votre honneur, mon père a toujours été un homme très travailleur et responsable. C'est pourquoi cette situation est si douloureuse pour notre famille. Voir comment il se détériore, comment il perd la capacité de gérer sa vie est désolant. Mais nous ne pouvons pas laisser l'orgueil nous empêcher de faire ce qui est juste. Il a besoin d'aide professionnelle. Il a besoin que quelqu'un prenne des décisions responsables pour lui avant qu'il ne soit trop tard. » Sa performance était parfaite. Les larmes dans ses yeux semblaient authentiques. Sa voix tremblait avec la bonne émotion. Si je n'avais pas connu la vérité, même moi j'aurais cru son histoire. Le juge semblait complètement convaincu. Je comprends la difficulté de cette situation, monsieur Philippe. Il est clair que vous aimez votre père et que vous voulez le meilleur pour lui.
Il s'est adressé à moi avec ce regard condescendant que je connaissais déjà trop bien. Monsieur Dubois, comprenez-vous les préoccupations de votre famille? Êtes-vous prêt à accepter l'aide qu'il vous offre? C'était une question piège. Si je disais oui, j'admettais que j'avais besoin d'aide et je justifiais la tutelle. Si je disais non, je confirmais le récit que j'étais un vieil homme têtu et délirant. Votre honneur, ai-je commencé d'une voix ferme. Je comprends parfaitement les préoccupations de ma famille. Je comprends aussi parfaitement leurs motivations. Philippe m'a lancé un regard d'avertissement, comme s'il me disait de ne rien dire qui pourrait compliquer ses plans, mais j'étais allé trop loin. Cependant, je crois qu'il y a des informations importantes qui doivent être prises en compte avant de prendre toute décision sur mon avenir. L'avocat de Philippe s'est levé immédiatement. Votre honneur, comme vous pouvez le voir, Monsieur Dubois est confus quant à la nature de ces procédures. Il n'y a pas d'informations supplémentaires pertinentes. Les faits sont clairs et documentés. Mais je n'allais pas me laisser faire taire cette fois. Votre honneur, je demande respectueusement qu'il soit permis de présenter des documents supplémentaires qui sont pertinents pour cette affaire. Mon comptable, Monsieur Martin, a des informations financières à jour qui, je crois, changeraient considérablement la perspective de ce tribunal. La mention de Robert a fait légèrement pâlir Philippe. Il savait qui il était. Il savait qu'il avait été le comptable de la famille pendant des décennies, mais il n'avait aucune idée de l'étendue de sa connaissance de mes affaires. Sophie s'est penchée vers lui et lui a chuchoté quelque chose à l'oreille. Je pouvais voir l'inquiétude grandir sur leur visage. « Votre honneur », a dit rapidement l'avocat de Philippe. « Nous ne voyons pas la pertinence d'informations financières supplémentaires. Nous avons déjà établi que M. Dubois n'a pas de ressources significatives. Mais le juge semblait intrigué par ma demande. « Monsieur Dubois, êtes-vous en train de dire que vous avez des documents financiers qui n'ont pas été présentés à ce tribunal ?» J'ai acquiescé fermement. « Oui, votre honneur, des documents très pertinents. » Le juge a regardé l'horloge puis une porte du tribunal. « Votre comptable est-il présent aujourd'hui ?» À ce moment parfait, comme si cela avait été chorégraphié, les portes du tribunal se sont ouvertes et Robert est entré. C'était un homme de 60 ans, distingué, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et un costume élégant qui dégageait professionnalisme et succès. Il portait une mallette en cuir noir et marchait avec la confiance de quelqu'un qui avait passé des décennies à gérer les finances de personnes très importantes. Sa présence a immédiatement changé l'atmosphère de la salle. Ce n'était pas le comptable d'un vieil homme pauvre et incapable. C'était clairement un professionnel de haut niveau. « Pardonnez l'interruption, votre honneur », a dit Robert d'une voix claire et autoritaire. « Je suis Robert Martin, expert comptable certifié et conseiller financier de M. Charles Dubois depuis les 25 dernières années. Je comprends que des questions concernant la capacité financière de mon client sont discutées et j'ai des informations cruciales qui doivent être prises en compte avant qu'une décision ne soit prise. » L'avocat de Philippe s'est levé immédiatement. « Votre honneur, c'est irrégulier. On ne peut pas permettre l'entrée de témoins non programmés. » Mais le juge a levé la main pour le faire taire. « Monsieur Martin, quel type d'informations avez-vous » Robert a ouvert sa mallette et en a sorti un épais dossier rempli de documents parfaitement organisés. « Votre honneur, j'ai ici les relevés financiers complets de M. Dubois, incluant les propriétés, les investissements et les flux de revenus mensuels. Des informations qui, je le crains, contredisent considérablement les affirmations qui ont été faites sur sa situation économique. » Le silence dans la salle était assourdissant. Philippe avait perdu toute couleur sur son visage. Sophie semblait avoir avalé sa langue. Même l'avocat qui était censé me représenter semblait surpris. J'ai gardé mon expression sereine, mais à l'intérieur, je ressentais un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que la vérité allait enfin éclater. Tristesse parce qu'on en était arrivé là avec ma propre famille. « Votre honneur », a continué Robert. « Monsieur Dubois n'a non seulement pas besoin de tutelle financière,
mais il est, en fait, l'un de mes clients les plus prospères. Ses revenus mensuels dépassent les 40 000 € provenant de propriétés immobilières dans 8 pays différents et de divers investissements à haut rendement. Loin d'être un vieil homme incapable, il est un entrepreneur astucieux qui a construit un empire considérable au cours des 4 dernières décennies. Les paroles de Robert sont tombées comme des bombes dans la salle. Je pouvais entendre des hoquets étouffés, des murmures d'incrédulité, le son de papier tombant par terre. Philippe était devenu complètement pâle et s'accrochait au bras de Sophie comme s'il allait s'évanouir. L'expression du juge avait complètement changé, de la compassion condescendante à l'intrigue professionnelle. C'était le moment que j'avais attendu pendant des mois. La vérité éclatait enfin. Le juge s'est penché en avant, clairement fasciné par ce revirement inattendu. « Monsieur Martin, êtes-vous en train de dire que Monsieur Dubois possède des propriétés évaluées à plusieurs millions d'euros » Robert a acquiescé avec un calme professionnel. « Exactement, votre honneur. Monsieur Dubois possède un portefeuille immobilier diversifié qui comprend des immeubles d'appartements à Nice évalués à 18 millions d'euros, des maisons de vacances en Bretagne d'une valeur de 9 millions d'euros, des locaux commerciaux dans le centre de Paris qui génèrent des loyers mensuels de 50 000 € et des terrains en Bourgogne qui se sont appréciés de 400% au cours des 10 dernières années. » Philippe s'est levé brusquement, le visage rouge de colère et d'humiliation. « C'est impossible, mon père n'a pas d'argent, il vit comme un indigent. » Sa voix avait perdu toute la retenue, toute l'élégance calculée qu'il avait montrée pendant l'audience. Maintenant, il sonnait comme ce qu'il était vraiment, un homme désespéré qui voyait son plan s'effondrer sous ses yeux. « Votre honneur, ça doit être une sorte d'escroquerie. Mon père ne peut pas avoir cet argent. »« Monsieur Philippe, » a dit le juge d'une voix ferme, « s'il vous plaît, gardez votre sang-froid dans mon tribunal. » Puis il s'est adressé à Robert. « Monsieur Martin, pouvez-vous fournir des documents qui étayent ces affirmations ?» Robert a souri légèrement et a commencé à sortir des documents de sa mallette. « Bien sûr, votre honneur, voici les titres de propriété, les relevés bancaires, les contrats de location et les rapports d'évaluation les plus récents, tout dûment authentifiés et certifiés. » Pendant que Robert organisait les documents sur la table, j'observais les visages de ma famille. Philippe semblait être en état de choc. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans émettre de son. Sophie avait commencé à transpirer abondamment et desserrait constamment sa cravate. Son rêve de s'emparer de mes quelques biens s'était transformé en cauchemar de découvrir qu'ils avaient essayé de tromper un multimillionnaire. L'avocat que Philippe avait engagé pour me représenter semblait vouloir disparaître sous la table. « Votre honneur, » a continué Robert. « Je dois également mentionner que M. Dubois possède 3 propriétés en bord de mer sur la Côte d'Azur, 2 villas au Portugal et un immeuble commercial en Espagne. De plus, il a des investissements dans des fonds d'investissement, des obligations du Trésor et des actions qui génèrent des dividendes mensuels significatifs. Sa valeur nette totale dépasse les 75 millions d'euros. » Le nombre a flotté dans l'air comme une bombe qui avait explosé au ralenti. Le silence dans la salle était absolu. Même le greffier du tribunal avait arrêté d'écrire et regardait bouche bée. 75 millions d'euros. Le vieil indigent qui avait besoin d'une tutelle avait 75 millions. L'ironie était si parfaite qu'elle m'a presque fait rire, mais je me suis retenu. Ce n'était pas le moment de célébrer. C'était le moment pour que la vérité s'établisse complètement. Philippe a finalement trouvé sa voix, bien que ce ne soit qu'un murmure brisé. « Mais papa, tu as toujours dit que tu n'avais pas d'argent, tu as toujours vécu si simplement, tu n'as jamais acheté de choses chères, tu n'as jamais voyagé, tu n'as jamais... » Sa voix s'est éteinte quand il a commencé à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait fait. Il avait accusé son père millionnaire d'être un vieil homme incapable qui avait besoin d'une tutelle. « Philippe, » ai-je dit d'une voix calme mais ferme, « j'ai vécu simplement parce que j'ai choisi de le faire. J'ai vécu discrètement,
parce que je voulais que toi et Lucas appreniez la valeur du travail, de l'humilité, de gagner les choses par votre propre mérite. Je ne t'ai jamais parlé de l'argent parce que j'espérais que tu serais un homme bien sans avoir besoin de savoir qu'il y avait un héritage qui t'attendait. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, pas de tristesse, mais de déception profonde. Le juge est intervenu. Monsieur Martin, Monsieur Dubois, a-t-il personnellement géré ses investissements et propriétés? Robert a acquiescé avec emphase. Absolument, votre honneur. Monsieur Dubois est l'un des investisseurs les plus astucieux que j'ai rencontrés en 30 ans de carrière. Chaque décision d'achat, chaque stratégie d'investissement, chaque mouvement financier a été initié et approuvé personnellement par lui. Loin de montrer une détérioration mentale, ces décisions récentes ont été particulièrement brillantes. En effet, a continué Robert, il y a seulement 3 mois, Monsieur Dubois a identifié une opportunité d'investissement dans l'immobilier commercial à Paris qui a généré un retour de 20% en seulement 90 jours. Sa capacité d'analyse du marché et de prise de décision financière est complètement intacte. Le contraste entre cette description et l'image de vieil homme sénile que Philippe avait peinte était si extrême qu'il en était presque comique. Sophie a finalement parlé d'une voix tremblante. « Mais monsieur Dubois, vous ne nous avez jamais rien dit. Nous avons toujours pensé que j'étais pauvre. » Ai-je complété sa phrase? « Oui, Sophie, je sais. Et la question est, pourquoi ne vous êtes-vous jamais soucié de me demander directement ma situation au lieu de supposer et de planifier comment vous emparer de ce que vous croyiez être mes seuls biens ?» Ses yeux se sont remplis de panique quand elle a réalisé que j'avais parfaitement compris leurs intentions depuis le début. « Votre honneur, » a dit Robert. « Je dois également informer que M. Dubois a envisagé de faire des dons importants à plusieurs organisations caritatives. Il avait prévu de laisser une partie de son patrimoine à sa famille, bien sûr, mais il voulait aussi contribuer à des causes éducatives et d'aide sociale. Cependant, les événements récents l'ont fait reconsidérer ses décisions. Le message était clair. Non seulement ils avaient perdu l'opportunité de contrôler mes biens, mais ils avaient mis en danger leur propre héritage. Philippe s'est effondré sur sa chaise comme s'il avait été frappé physiquement. « Papa, je ne savais pas. Je pensais que... » Mais ses paroles sonnaient creux. Parce que la réalité était qu'il n'avait jamais demandé, n'avait jamais montré d'intérêt sincère pour mon bien-être, seulement pour ce qu'il pouvait obtenir de moi. Pendant des mois, il avait planifié cette audience, avait construit des mensonges sur ma prétendue incapacité, avait manipulé son propre fils pour obtenir des témoignages contre moi. « Votre honneur », a continué Robert. « Il y a un autre aspect important qui doit être pris en compte. Monsieur Dubois a maintenu cette discrétion financière non pas par détérioration mentale ou paranoïa, mais par une stratégie très calculée de protection patrimoniale et familiale. Il voulait s'assurer que ses héritiers développent du caractère et du travail propre avant d'avoir accès à la richesse familiale. C'était exactement correct. Cela avait été ma philosophie pendant des décennies. L'avocat de Philippe a finalement essayé de reprendre un certain contrôle sur la situation. Votre honneur, même si ces documents sont authentiques, cela ne change pas le fait que M. Dubois a montré des comportements erratiques. Mais Robert l'a interrompu doucement. Vous faites référence à des comportements comme faire des investissements multimillionnaires réussis, ou à des comportements comme maintenir une correspondance régulière avec des gestionnaires de propriétés dans 8 pays différents? Ou peut-être faites-vous référence à son habitude de revoir personnellement chaque relevé financier mensuel que je lui envoie? La destruction du récit de Philippe était complète. Chaque preuve de ma prétendue incapacité avait été recontextualisée comme des signes d'un esprit financier brillant opérant en secret. Mes conversations mystérieuses dans le jardin étaient des consultations sur les investissements internationaux. Mes achats excessifs de nourriture étaient des actes de charité pour les voisins dans le besoin.
Mon refus d'accepter de l'aide était la réponse logique d'un homme qui savait qu'il n'en avait pas besoin. Le juge avait pris des notes furieusement pendant toute la présentation de Robert. Il a finalement levé les yeux et m'a adressé une expression complètement différente, pleine de respect et de curiosité professionnelle. « Monsieur Dubois, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à ce tribunal sur cette situation ?» C'était mon moment. Après des mois d'humiliation, de mensonges, d'être traité comme un vieil homme sénile, j'avais enfin l'occasion de parler de ma propre voix et d'être entendu avec respect. Je me suis levé lentement, non pas par faiblesse, mais par dignité. Il était temps que tout le monde comprenne qui était vraiment Charles et pourquoi le moment était venu pour que la vérité éclate complètement. Je me suis levé avec toute la dignité que j'avais accumulée au cours de 65 ans de vie, sentant pour la première fois, depuis des mois, que ma voix serait entendue avec le respect qu'elle méritait. Votre honneur, au cours des 40 dernières années, j'ai construit mon patrimoine avec un travail acharné, des décisions intelligentes et beaucoup de discrétion. Je n'ai jamais fait étalage de ma richesse parce que je croyais fermement que l'argent ne définit pas le caractère d'une personne, mais, malheureusement, j'ai découvert que le manque d'argent ne le définit pas non plus. Ce qui définit vraiment le caractère, c'est la façon dont quelqu'un traite ses proches quand il croit qu'ils n'ont rien à offrir. Philippe a enfoui son visage dans ses mains, mais j'ai continué sans pitié. Mon fils est venu dans ce tribunal aujourd'hui pour me faire déclarer incompétent, non pas par amour ou par préoccupation sincère, mais parce qu'il voulait s'emparer de ce qu'il croyait être mes seuls biens, ma maison. Pendant des mois, il m'a fait pression pour que je la vende, m'a apporté des brochures de maisons de retraite, a limité les visites de mon petit-fils et a construit une campagne systématique pour convaincre tout le monde que j'avais perdu la raison. Tout cela sans jamais me demander directement ma situation réelle. Votre honneur, a interrompu l'avocat de Philippe désespérément. Mon client a agi de bonne foi, préoccupé par le bien-être de son père. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Non, monsieur, votre client a agi par cupidité. S'il était vraiment préoccupé par mon bien-être, il m'aurait parlé, aurait posé des questions, aurait passé du temps avec moi pour évaluer mon état mental réel. Au lieu de cela, il a conspiré pour me faire déclarer incompétent en se basant sur des suppositions et des mensonges. Permettez-moi de raconter à ce tribunal ce qui s'est vraiment passé au cours de ces derniers mois. Ai-je continué en sentant la force revenir dans ma voix. Philippe a commencé à me rendre visite plus fréquemment, mais pas pour m'accompagner dans mon veuvage, mais pour inspecter ma maison, évaluer sa valeur et chercher des preuves que je ne pouvais pas m'occuper de moi-même. Il examinait mon réfrigérateur pour voir quelle nourriture j'avais. Il regardait mes factures quand je ne regardais pas et posait des questions piégeuses pour essayer de me faire dire quelque chose qu'il pourrait utiliser contre moi. Philippe a levé la tête et m'a regardé avec des larmes dans les yeux. « Papa, je voulais juste t'aider. » Mais sa voix s'est brisée parce qu'il savait que j'avais raison. « Philippe, si tu avais voulu m'aider, tu m'aurais demandé ce dont j'avais besoin. Si tu avais voulu m'aider, tu aurais respecté mes décisions sur ma propre vie. Si tu avais voulu m'aider, tu n'aurais pas manipulé ton propre fils pour obtenir un témoignage contre moi. » Le juge s'est adressé à Philippe avec une expression sérieuse. « Monsieur Philippe, est-il vrai que vous avez interrogé votre fils mineur pour obtenir des informations sur son grand-père » Philippe a bégayé. « Je lui ai juste demandé si grand-père avait dit des choses étranges. » Et vous avez utilisé cette information pour construire un cas d'incompétence mentale sans vérifier les faits, a insisté le juge. Philippe n'a pas pu répondre. Votre honneur, ai-je continué. Mon petit-fils Lucas a été utilisé comme un pion dans ce jeu sale. Un adolescent de 16 ans a été manipulé pour fournir des preuves contre son propre grand-père, sans comprendre que ses paroles innocentes seraient déformées pour justifier de me déclarer incompétent. Ce n'est pas seulement cruel pour moi, mais profondément préjudiciable pour un mineur qui aime son grand-père et ne comprend pas la trahison dans laquelle il a été impliqué. J'ai regardé Lucas.
qui pleurait silencieusement au fond de la salle. « Lucas, mon garçon, je veux que tu saches que je ne te blâme pour rien. Tu as été honnête quand on t'a interrogé sur nos conversations. Tu ne savais pas que tes paroles seraient utilisées pour me faire du mal. L'erreur n'était pas la tienne, c'était celle des adultes qui t'ont mis dans cette position. » Lucas a acquiescé entre ses larmes et j'ai pu voir quelque chose comme du soulagement dans ses yeux. « Votre honneur, » a dit Robert. « J'aimerais ajouter qu'au cours de toutes ces années, Monsieur Dubois a démontré une capacité exceptionnelle à planifier à long terme. Il n'a pas seulement construit son patrimoine, mais il a également établi des fonds éducatifs pour ses petits-enfants, des fonds d'urgence pour les membres de la famille dans le besoin et des dons programmés pour des œuvres de charité. Une personne avec une détérioration mentale n'aurait pas pu orchestrer des stratégies financières aussi complexes et efficaces. De plus, a continué Robert, Monsieur Dubois parle couramment 3 langues, ce qui lui a permis de négocier directement avec des vendeurs et des acheteurs dans différents pays. Il y a seulement 2 semaines, il a tenu une vidéoconférence de 2 heures avec des promoteurs immobiliers au Portugal, discutant des détails techniques d'une rénovation qui augmentera la valeur de ses propriétés là-bas de 30%. Ce ne sont pas les comportements d'une personne avec une capacité mentale détériorée. Sophie a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle tremblait considérablement. « Monsieur Dubois, si vous aviez tant d'argent, pourquoi viviez-vous de manière si austère ?» C'était une question qui révélait complètement sa mentalité. Pour elle, avoir de l'argent signifiait nécessairement le dépenser en luxe visible. « Sophie, » ai-je répondu avec un sourire triste. Je vivais simplement parce que je trouvais le bonheur dans les choses simples. Je n'avais pas besoin d'une voiture de luxe pour me sentir valorisé. Je n'avais pas besoin de vêtements chers pour savoir qui j'étais. Je n'avais pas besoin d'une énorme maison pour me sentir chez moi. Mais plus important encore, ai-je continué, je vivais discrètement parce que je voulais enseigner les bonnes valeurs à ma famille. Je voulais que Philippe travaille pour ses propres mérites. Je voulais que Lucas apprenne que le bonheur ne vient pas de l'argent, mais du caractère. Je voulais que vous m'aimiez tous pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Malheureusement, mon expérience a échoué. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. « Votre honneur », a dit l'avocat de Philippe d'une voix désespérée. Même si ces documents sont authentiques, le comportement de cacher sa richesse peut être interprété comme un signe de paranoïa ou... Mais Robert l'a interrompu fermement. Suggérez-vous que la planification patrimoniale discrète est une preuve de maladie mentale, parce que dans ce cas, je devrais déclarer incompétent la plupart de mes clients fortunés, y compris plusieurs juges, médecins et entrepreneurs éminents de cette ville. Le juge avait entendu assez. « Monsieur, je comprends que vous représentez les intérêts de votre client, mais les preuves présentées sont accablantes. Monsieur Dubois est non seulement mentalement compétent, mais c'est un entrepreneur exceptionnel qui a géré avec succès un patrimoine complexe pendant des décennies. » Puis il s'est adressé à Philippe avec une expression sévère. « Monsieur Philippe, avez-vous quelque chose à dire sur ces développements ?» Philippe s'est levé en tremblant. Son visage avait perdu toute couleur et semblait avoir vieilli de 10 ans au cours de la dernière heure. « Votre honneur, je pensais vraiment que mon père était en difficulté. Je pensais qu'il souffrait, qu'il n'avait pas de ressources, que... » Sa voix s'est complètement brisée. « Je pensais que j'aidais. » Mais même lui savait que ses paroles sonnaient creux, après tout ce qui avait été révélé. « Philippe, ai-je dit d'une voix ferme, mais pas cruelle, tu ne pensais pas que tu m'aidais. Tu pensais que tu t'aidais toi-même. Pendant des mois, tu as planifié cette audience, construit des mensonges sur mon état mental, manipulé des témoignages et conspiré pour t'emparer de mes biens. Si tu avais vraiment voulu m'aider, tu aurais commencé par me demander ce dont j'avais besoin. » Le silence qui a suivi était assourdissant. « Votre honneur, ai-je continué, je demande respectueusement que ces procédures de tutelle soient rejetées immédiatement. Comme il a été clairement démontré, j'ai pleine capacité mentale et financière pour gérer mes propres affaires. De plus,
Je demande qu'on enquête pour savoir s'il y a eu tentative de fraude ou de conspiration dans la présentation de fausses preuves à ce tribunal. Les mots sont tombés comme une sentence finale. Philippe s'est effondré sur sa chaise, comme s'il avait été frappé physiquement. La réalité de ce qu'il avait fait et des conséquences qu'il affronterait l'a finalement frappé complètement. Non seulement il avait perdu toute possibilité de contrôler mes biens, mais maintenant, il faisait face à d'éventuelles accusations légales pour ses actions. Sophie semblait être en état de choc, calculant probablement mentalement comment cette situation affecterait sa propre réputation et sa carrière. « Votre honneur, a dit Robert, j'aimerais demander qu'une ordonnance de protection temporaire soit émise pour prévenir toute tentative future de harcèlement ou de manipulation contre Monsieur Dubois ou son petit-fils mineur. C'était une mesure que nous avions discutée au préalable. Après des mois de pression psychologique et de manipulation, j'avais besoin d'une protection légale formelle. Le juge a acquiescé, accordé. Une ordonnance de restriction temporaire est émise qui interdit à Philippe et Sophie de contacter Monsieur Dubois ou de s'approcher de sa résidence sans son consentement exprès. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Philippe a sangloté en entendant cela. La réalité qu'il avait perdu non seulement le droit à mon argent, mais aussi le droit de me voir, l'a finalement frappé complètement. Je me suis levé lentement et me suis dirigé vers Lucas, qui était toujours assis au fond de la salle, avec des larmes coulant sur ses joues. « Lucas, mon garçon, viens ici. » Il s'est levé et a couru vers moi, me serrant dans ses bras avec un désespoir qui m'a brisé le cœur. « Grand-père, je suis tellement désolé. Je ne savais pas que papa mentait sur toi. Je ne savais pas que tu serais blessé par ce que j'ai dit. » Ses paroles étaient entrecoupées de sanglots. « Mon cher garçon, ai-je murmuré à son oreille, tu n'as rien à te faire pardonner. Tu as été honnête quand on t'a interrogé sur nos conversations. Le problème n'était pas tes paroles, mais comment les adultes les ont utilisées. Je l'ai serré plus fort, le sentant trembler dans mes bras. Et je veux que tu saches que rien de tout cela ne change l'amour que j'ai pour toi. Tu seras toujours mon petit-fils chéri. Philippe s'est approché, hésitant. « Papa, s'il te plaît, n'éloigne pas Lucas de moi. » « C'est mon fils. » Sa voix était suppliante, mais j'ai maintenu ma position ferme. « Philippe, Lucas continuera à être ton fils, mais tu as démontré que tu es prêt à l'utiliser comme une arme contre ta propre famille. J'ai besoin de temps pour évaluer quel type de relation sera sûr pour lui à l'avenir. » Les mots étaient durs, mais nécessaires. « Votre honneur, suis-je intervenu. Je demande que des visites supervisées soient établies entre Lucas et son père, jusqu'à ce qu'on puisse évaluer correctement si l'environnement est émotionnellement sûr pour le mineur. » Le juge a considéré la demande. Étant donné les preuves de manipulation du mineur dans ces procédures, je considère que c'est une précaution raisonnable. Une évaluation psychologique est ordonnée pour déterminer le meilleur intérêt du mineur. Sophie a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle tremblait considérablement. « Monsieur Dubois, y a-t-il un moyen de résoudre cela en famille, sans tribunaux, sans avocats ?» Mais je l'ai arrêtée d'un regard glacial. « Sophie, vous avez eu l'occasion de résoudre cela en famille pendant 2 ans. Au lieu de cela, vous avez choisi la conspiration et la tromperie. Certaines décisions sont irréversibles. » Robert s'est approché et m'a remis un dossier. « Charles, ce sont les documents dont nous avons discuté. Es-tu sûr de vouloir continuer ?» J'ai acquiescé fermement. C'était le moment de prendre les décisions les plus difficiles de ma vie, mais aussi les plus nécessaires. « Oui, Robert, il est temps que tout le monde comprenne les conséquences complètes de leurs actions. » J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti plusieurs documents légaux. « Votre honneur, ce sont des documents qui établissent des changements importants dans ma planification testamentaire et patrimoniale. Après les événements d'aujourd'hui, j'ai décidé de revoir complètement comment mon héritage sera distribué. » Philippe a pâli encore plus, si c'était possible. Il commençait enfin à comprendre le coût réel de sa trahison. « Philippe, ai-je dit, le regardant directement dans les yeux,
Pendant 40 ans, j'ai travaillé pour construire un patrimoine que je pourrais laisser à ma famille. J'ai rêvé du jour où je pourrais révéler tout ce que j'avais accompli et voir la fierté et la gratitude dans tes yeux. Au lieu de cela, j'ai découvert que mon propre fils était prêt à me faire déclarer incompétent pour voler ce qu'il croyait être mes seuls biens. Chaque mot était comme une sentence prononcée. Par conséquent, ai-je continué, j'ai pris la décision de modifier substantiellement mes plans testamentaires. La portion que j'avais destinée pour toi sera redirigée vers le fonds éducatif de Lucas et vers des organisations caritatives qui aident les personnes âgées victimes d'abus familial. Philippe a porté ses mains à sa bouche, étouffant un cri de désespoir. La réalité financière de sa trahison le frappait enfin de plein fouet. « Grand-père » a dit Lucas d'une petite voix. « Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit pour moi. Je veux juste que tu ailles bien. » Sa préoccupation sincère pour mon bien-être, en contraste avec la cupidité de son père, était comme un rayon de lumière dans l'obscurité de cette terrible journée. « Lucas, mon garçon, ce n'est pas une punition pour toi, c'est une protection pour toi. Ton père a démontré qu'il est prêt à utiliser sa propre famille pour obtenir de l'argent. Je ne peux pas permettre que tu aies à faire face à cette pression à l'avenir. » L'avocat de Philippe a fait une dernière tentative désespérée. « Votre honneur, mon client est évidemment sous un stress émotionnel extrême. Peut-être que des séances de médiation familiale pourraient être envisagées, mais le juge l'a arrêté immédiatement. Avocat, votre client a tenté d'escroquer son propre père. Il n'y a pas de médiation possible pour cela. Les décisions de M. Dubois sur son patrimoine sont entièrement les siennes et ce tribunal les respecte pleinement. » Philippe s'est finalement complètement effondré. « Papa, je t'en supplie, je sais que j'ai fait des erreurs terribles, mais je suis ton fils, tu m'as élevé, il doit rester quelque chose d'amour. » Ces paroles étaient pleines de douleur sincère, mais aussi d'un désespoir qui révélait que sa préoccupation principale restait financière. « Philippe, » ai-je répondu d'une voix fatiguée, « l'amour ne disparaît pas, mais la confiance, oui, et sans confiance, il ne peut y avoir de vraies relations. De plus, ai-je continué, tu dois comprendre que les conséquences de tes actions vont au-delà de l'argent. Tu as endommagé ta relation avec Lucas, qui sait maintenant que son père est prêt à mentir et manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Tu as endommagé ta relation avec moi d'une manière qui pourrait être irréparable, et tu as endommagé ta propre intégrité d'une manière avec laquelle tu devras vivre pour toujours. » Le juge s'est levé, indiquant que l'audience était terminée. « Monsieur Dubois, ce tribunal vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Il est clair que vous êtes un homme de ressources extraordinaires, tant financières que personnelles. J'espère que vous pourrez trouver la paix après cette expérience traumatisante. » Ces paroles étaient gentilles, mais elles ne pouvaient pas guérir la douleur de la trahison familiale que j'avais vécue. En sortant du tribunal, Lucas marchait à mes côtés, toujours accroché à mon bras. Philippe et Sophie marchaient derrière nous, vaincus et humiliés. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'avais gagné une bataille juridique complète, j'avais protégé mon patrimoine et mon autonomie, mais j'avais perdu mon fils dans le processus. C'était une victoire qui avait le goût de cendre dans ma bouche. En sortant du tribunal, Robert m'a accompagné jusqu'à sa voiture, tandis que Lucas s'accrochait à mon bras comme s'il craignait que je disparaisse. La lumière du soleil m'a semblé étrangement brillante après les heures sombres que nous avions passées à l'intérieur. « Charles, » m'a dit Robert doucement, « es-tu sûr des décisions que tu as prises là-dedans ? Une fois que ces documents seront traités, il sera très difficile d'inverser les changements. » J'ai acquiescé fermement. « Robert, nous avons discuté de ce moment pendant des années. J'espérais que ce ne serait jamais nécessaire, mais Philippe m'a forcé à prendre cette décision. » Lucas s'est tourné vers moi avec de nouvelles larmes dans les yeux. « Grand-père, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne pourrai plus voir papa ?» Sa question m'a brisé le cœur parce qu'elle révélait la confusion et la douleur d'un adolescent pris dans le conflit des adultes. « Mon garçon, » ai-je dit,
m'asseyant sur un banc près du tribunal pour être à sa hauteur. Tu pourras toujours voir ton papa, mais pour l'instant, jusqu'à ce que les choses se calment, les visites devront être supervisées pour te protéger. » « Me protéger de quoi ?» a demandé Lucas, bien que je pense qu'il connaissait déjà la réponse. « Pour te protéger d'être utilisé comme une arme encore une fois. Ton père, mon fils, t'a posé des questions sur moi et a utilisé tes réponses pour essayer de me faire du mal. Ce n'est pas bien et je ne permettrai pas que cela se reproduise. » Lucas a acquiescé lentement, montrant une maturité qui m'a impressionné et attristé en même temps. Aucun adolescent ne devrait avoir à comprendre ces complexités familiales. Derrière nous, je pouvais entendre Philippe et Sophie discuter à voix basse. Des fragments de leur conversation me parvenaient. « Comment tu ne savais pas? Tu pensais aussi qu'il était pauvre? Maintenant, nous faisons face à des accusations criminelles à cause de toi. C'était ton père, tu aurais dû savoir. » C'était pathétique de les entendre se blâmer mutuellement au lieu d'accepter la responsabilité de leurs propres actions. Même dans la défaite, ils ne pouvaient pas montrer un gramme de dignité. Philippe s'est finalement approché de nous, marchant lentement, comme si chaque pas lui faisait mal. « Papa !» a-t-il dit d'une voix brisée, « je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit, mais pourrais-tu m'expliquer pourquoi? Pourquoi as-tu gardé tout secret pendant tant d'années? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu étais pauvre ?» C'était une question valable, bien qu'elle arrive avec des décennies de retard. Je me suis levé du banc et l'ai regardé directement. « Philippe, tu veux vraiment savoir pourquoi ?» Il a acquiescé désespérément. « Parce que je voulais élever un fils qui soit un homme bien, indépendamment d'avoir de l'argent ou non. Je voulais que tu travailles pour tes propres mérites, que tu développes du caractère, que tu comprennes la valeur des choses. Je voulais que tu m'aimes pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais te donner. » Ma voix s'est légèrement brisée. « Et je voulais te protéger de devenir exactement ce que tu es devenu aujourd'hui. »« Mais papa, » a protesté Philippe, « si tu nous avais dit la vérité. »« Quoi ?» l'ai-je interrompu. « Tu aurais travaillé avec la même dévotion dans ta carrière, tu aurais apprécié les choses que tu as obtenues par toi-même, tu aurais développé de l'humilité et de l'empathie. Philippe, regarde ce que tu as fait quand tu pensais que je n'avais rien. Imagine ce que tu aurais fait si tu avais su que j'avais des millions. » Lucas s'est approché de son père avec hésitation. « Papa, pourquoi tu as fait ça à grand-père? Il a toujours été bon avec toi. » La question innocente de mon petit-fils était comme une gifle pour Philippe. Comment pouvait-il expliquer à son propre fils qu'il avait essayé de voler son grand-père? Comment pouvait-il justifier des années de manipulation et de mensonges? « Lucas, je pensais que j'aidais, » a commencé Philippe, mais son fils l'a interrompu. « Non, papa, tu savais que grand-père allait bien. Je t'ai dit plusieurs fois qu'il se souvenait de tout, qu'il était parfaitement lucide, qu'il n'avait pas besoin d'aide, mais tu ne m'as pas écouté parce que tu ne voulais pas écouter. » La sagesse de Lucas à 16 ans était dévastatrice dans sa simplicité. Robert s'est approché discrètement. « Charles, veux-tu que nous ramenions Lucas à la maison? Je pense que c'est assez pour aujourd'hui. » J'ai acquiescé avec reconnaissance. Mon petit-fils avait vécu trop de drames adultes en une seule journée. « Lucas, mon garçon, tu aimerais venir à la maison avec moi ce soir? On peut commander des pizzas et regarder des films comme au bon vieux temps. » Ses yeux se sont illuminés pour la première fois de toute la journée. « Je peux, grand-père, vraiment ?» Philippe s'est raidi. « Lucas est mon fils. Il doit rentrer à la maison avec moi. » Mais j'ai maintenu ma position ferme. « Philippe, l'ordonnance du tribunal dit que les visites doivent être supervisées. Ce soir, je supervise. Demain, nous discuterons d'arrangements plus permanents. » L'expression sur le visage de Philippe était de pure douleur, mais je n'allais pas céder sur ce point. Lucas avait besoin de stabilité émotionnelle après le traumatisme d'aujourd'hui. « De plus, » ai-je continué, « je pense que toi et Sophie avez besoin de temps pour discuter des implications légales de ce qui s'est passé aujourd'hui.
le juge a mentionné une enquête criminelle. Vous devriez probablement consulter un avocat pénaliste. La réalité de sa situation légale a frappé Philippe comme une vague froide. Il avait été tellement concentré sur l'aspect émotionnel de perdre mon amour et son héritage qu'il avait momentanément oublié qu'il pourrait faire face à de la prison. Sophie s'est approchée avec un visage paniqué. « Monsieur Dubois, y a-t-il un moyen que vous parliez au procureur? Pourriez-vous leur dire que vous ne voulez pas poursuivre ?» C'était incroyable. Même après tout ce qui s'était passé, elle espérait encore que je la sauve des conséquences de ses propres actions. « Sophie, ai-je répondu avec un sourire amer, toi et Philippe avez créé cette situation avec vos mensonges et manipulations. Maintenant, vous devrez faire face aux conséquences comme des adultes. Mais pensez à Lucas, a dit Philippe désespérément. Si je vais en prison, qu'est-ce qui va lui arriver ? C'était la première fois de toute la journée qu'il mentionnait son fils comme autre chose qu'un outil pour obtenir de la sympathie. Philippe, tu aurais dû penser à Lucas avant de décider d'escroquer son grand-père. Tu aurais dû penser à Lucas avant de le manipuler pour obtenir un faux témoignage. Tu aurais dû penser à Lucas avant de risquer la stabilité de ta famille par cupidité. Lucas m'a regardé avec des yeux tristes, mais déterminés. « Grand-père, je peux vivre avec toi si papa doit partir loin ?» La question était simple, mais chargée d'énormes implications. « Lucas, mon garçon, tu auras toujours un foyer avec moi. Peu importe ce qui arrive, tu seras en sécurité et aimé. » Je l'ai serré fort, le sentant se détendre dans mes bras pour la première fois depuis des mois. Le juge a établi que nous avons besoin d'évaluation psychologique, ai-je rappelé à Philippe. Je te suggère d'utiliser ce temps pour vraiment réfléchir à tes actions et décisions, pas seulement à propos de l'argent, mais sur le type de père et de personne que tu veux être à l'avenir. C'était ma dernière tentative pour atteindre quelque chose de décent en mon fils, bien que mes espoirs soient très faibles. Robert a ouvert la porte de sa voiture. « Charles, tu es prêt à partir ?» J'ai acquiescé, mais avant de monter dans la voiture, je me suis tourné vers Philippe une dernière fois. « Philippe, toute ta vie, je t'ai donné un amour inconditionnel. Je t'ai donné la sécurité, l'éducation, des valeurs et un foyer plein d'affection. Aujourd'hui, j'ai découvert que quand tu pensais que je n'avais plus rien à te donner, tu as décidé de prendre même ma dignité et mon autonomie. C'est une leçon sur ton caractère que je n'oublierai jamais. » Les larmes coulaient sur les joues de Philippe, alors que nous nous éloignions. Dans le rétroviseur, je pouvais le voir debout seul sur les marches du tribunal, avec Sophie à ses côtés, mais clairement distante. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils méritaient. Ils savaient l'un l'autre et la misère qu'ils avaient créée ensemble. C'était une image qui me hantrait longtemps, pas par pitié pour eux, mais par tristesse de ce qui aurait pu être s'ils avaient choisi l'amour plutôt que la cupidité. 3 mois se sont écoulés depuis ce terrible jour au tribunal et ma vie a trouvé une nouvelle normalité que je n'aurais jamais imaginée possible. Lucas vit maintenant avec moi de façon permanente après que les évaluations psychologiques ont déterminé que c'était le mieux pour son bien-être émotionnel. Ma maison, que Philippe a décrite comme le foyer d'un indigent, est maintenant remplie de rires d'adolescents, de musique, d'amis qui viennent étudier et d'une énergie vitale qui avait été absente trop longtemps. Ce matin, alors que je préparais le petit déjeuner, Lucas a dévalé les escaliers avec un grand sourire. « Grand-père, devine, j'ai été accepté dans le programme d'échange étudiant en Angleterre. Je peux y aller. » Son enthousiasme était contagieux et voir comment il avait fleuri ces mois loin de la toxicité de son père était l'une des rares bonnes choses qui étaient sorties de cette terrible situation. Bien sûr que tu peux y aller, mon garçon. C'est pour ça que ton fonds éducatif existe. L'enquête criminelle contre Philippe et Sophie avait abouti à des accusations de tentatives de fraude et d'abus financiers sur personnes âgées. Philippe a reçu 2 ans de probation et 500 heures de service communautaire dans une maison de retraite.
ce que j'ai considéré comme ironiquement approprié. Sophie a reçu une sentence similaire, mais a aussi perdu temporairement sa licence professionnelle. Tous deux ont dû vendre leur maison pour payer les amendes et les frais d'avocat. Lucas voyait encore son père 2 fois par semaine sous supervision, mais il était clair que la relation avait changé pour toujours. Mon petit-fils avait mûri d'une manière qui me brisait le cœur, comprenant des réalités sur sa famille qu'aucun adolescent ne devrait avoir à affronter. « Grand-père », m'a-t-il dit un après-midi, alors que nous faisions les devoirs ensemble. « Tu penses que papa m'aime vraiment, ou il m'utilisait juste pour avoir ton argent ?» La question m'a profondément fait mal parce que j'avais lutté avec le même doute sur l'amour de Philippe pour moi. « Lucas, je crois que ton papa t'aime à sa façon, mais qu'il a pris de très mauvaises décisions qui ont blessé toute la famille. Parfois, les gens qu'on aime nous déçoivent, et nous devons apprendre à les aimer de loin pour nous protéger. » C'était une leçon dure pour un jeune, mais nécessaire. Robert venait nous rendre visite chaque semaine, non seulement pour revoir mes finances, mais parce qu'il était devenu une figure paternelle pour Lucas et un ami cher pour moi. « Charles, m'a-t-il dit lors d'une de ses visites, j'ai réfléchi à la fondation dont nous avons discuté. Tu es prêt à la concrétiser ? Nous avions parlé de créer une fondation pour aider les personnes âgées victimes d'abus familial, et après mon expérience, c'était devenu une passion personnelle. Oui, Robert, je veux que mon expérience serve à quelque chose de positif. Si ma douleur peut aider d'autres personnes âgées à se protéger de familles cupides, alors ça en vaudra la peine. La Fondation du Bois avait été officiellement établie la semaine dernière avec un fonds initial de 250 000 €. Elle fournirait des services juridiques gratuits et un soutien psychologique aux personnes âgées confrontées à des abus financiers de leur propre famille. Un après-midi, alors que Lucas était au lycée, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Philippe. Sa voix sonnait différente, plus humble, plus brisée. « Papa, tu pourrais venir me voir ? Il y a des choses que j'ai besoin de te dire. » J'attendais cet appel depuis des mois. « Philippe, tu sais qu'il y a une ordonnance de restriction. Je ne peux pas te voir sans supervision. »« Je sais, » a-t-il répondu. « J'ai arrangé pour qu'on se rencontre dans le bureau de mon thérapeute. Il y a des choses que j'ai besoin de te confesser. J'ai décidé d'y aller plus par curiosité que par espoir de réconciliation. Le bureau du thérapeute était un lieu neutre et sûr. Quand je suis arrivé, Philippe était assis sur un canapé, paraissant beaucoup plus vieux qu'il ne l'était. Le stress des derniers mois avait pris son tribut physique et émotionnel. « Papa, merci d'être venu. » Ses premières paroles étaient pleines de larmes sincères. « J'ai besoin que tu saches toute la vérité. » « La vérité, a continué Philippe, c'est que Sophie et moi avions des problèmes financiers depuis 2 ans. Nous avions fait de mauvais investissements, nous avions des dettes de cartes de crédit et nous étions sur le point de perdre notre maison. Quand maman est morte, nous avons pensé que ta maison serait la solution à nos problèmes. C'était une confession que j'avais attendue, l'admission que tout avait été une question d'argent depuis le début. Mais papa, a-t-il continué avec des larmes coulant sur ses joues, la partie qui me fait le plus honte, c'est que je savais que tu n'étais pas sénile. Je savais que tu allais parfaitement bien, mais j'étais tellement désespéré, tellement effrayé de tout perdre, que j'ai convaincu Sophie que nous pourrions argumenter l'incompétence mentale. Nous pensions que ce serait facile, parce que tu es plus âgé et tu vis seul. L'honnêteté brutale de sa confession était à la fois douloureuse et libératrice. « Lucas ?» ai-je demandé. « Lucas n'a jamais su ce que nous planifions. Je l'ai manipulé sans qu'il s'en rende compte. Je posais des questions innocentes sur toi, et ensuite je déformais ses réponses. Il croyait vraiment qu'il aidait à te protéger. Au moins, mon petit-fils avait été aussi innocent que je le pensais. C'était une petite consolation au milieu de tant de trahisons. « Philippe, » ai-je dit après un long silence, « j'apprécie ton honnêteté, mais elle arrive trop tard. Pendant des mois, tu m'as fait sentir comme si je perdais la raison.
Tu m'as fait douter de ma propre compétence. Tu m'as humilié devant des étrangers et tu as failli me prendre mon autonomie. Les excuses ne peuvent pas défaire ce dommage. » Ma voix était ferme, mais pas cruelle. J'avais trouvé la paix dans la vérité, mais je n'oubliais pas. « Je sais, » a répondu Philippe. « Je n'attends pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je me rends compte de l'horreur de ce que j'ai fait et je voulais demander s'il y a un moyen pour que Lucas puisse bénéficier du fonds que tu as établi sans que cela m'inclue. Il ne mérite pas d'être puni pour mes erreurs. » C'était la première fois que Philippe avait vraiment mis les intérêts de son fils au-dessus des siens. « Lucas bénéficie déjà du fonds, l'ai-je informé. Son éducation est entièrement payée, y compris l'université et les études supérieures. Il a également un fonds qui sera activé quand il aura 25 ans pour l'aider à s'établir dans la vie adulte. Tout cela est protégé de toute influence de ta part ou de celle de Sophie. » Le soulagement dans les yeux de Philippe était palpable. « Papa, y a-t-il une possibilité qu'un jour tu puisses me pardonner ?» Sa question était suppliante, mais j'avais beaucoup réfléchi à ce sujet. « Philippe, le pardon se gagne, il ne se demande pas. Si tu veux vraiment mon pardon, montre-le en étant un meilleur père pour Lucas, en étant une meilleure personne en général et en vivant avec les conséquences de tes actions sans blâmer les autres. Peut-être que dans quelques années, nous pourrons parler de pardon. » Quand j'ai quitté ce bureau, je me suis senti avec un chapitre de ma vie fermé. Philippe avait montré plus d'honnêteté en 1 heure que dans les années précédentes, mais le mal était fait. Certaines relations peuvent être réparées, d'autres ne peuvent qu'être regrettées. J'avais choisi de me concentrer sur la construction de quelque chose de nouveau et de positif avec Lucas, plutôt que d'essayer de réparer quelque chose qui était fondamentalement brisé. Ce soir-là, alors que Lucas et moi dînions ensemble, je lui ai parlé de ma rencontre avec son père. « Tu penses que papa a vraiment changé ?» m'a-t-il demandé. « Je pense que ton papa comprend enfin ce qu'il a perdu, » ai-je répondu. « Mais vraiment changer prend du temps et des actions, pas seulement des mots. » Lucas a acquiescé sagement, montrant une fois de plus cette maturité que la situation l'avait forcé à développer. « Grand-père, » a dit Lucas après un moment, « je veux que tu saches que je suis très heureux de vivre avec toi. Pour la première fois depuis longtemps, je sens que j'ai une famille stable. » Ces paroles ont rempli mon cœur d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'avais perdu un fils, mais j'avais gagné l'occasion d'être le grand-père que j'avais toujours voulu être. Maintenant, alors que j'écris cette histoire, je peux voir Lucas dans le jardin parlant au téléphone avec ses amis de ses plans pour l'Angleterre. La maison est de nouveau pleine de vie, de projets futurs, d'espoir. Mon patrimoine continue de croître sous la sage gestion de Robert, et maintenant, une partie significative de celui-ci est destinée à aider d'autres qui ont vécu des expériences similaires à la mienne. J'ai appris que l'argent révèle vraiment le caractère des gens, mais pas toujours de la manière qu'on attend. Parfois, il révèle le pire chez ceux qu'on croit connaître, et parfois, il révèle des forces en nous-mêmes que nous ne savions pas que nous avions. En fin de compte, mon expérience de garder ma richesse secrète a parfaitement fonctionné. Elle m'a montré exactement qui était chaque personne dans ma famille quand ils pensaient que je n'avais rien à leur donner. La leçon était douloureuse, mais inestimable. Et maintenant, avec Lucas à mes côtés et un but renouvelé dans ma vie, je peux dire que ça valait la peine de connaître la vérité, peu importe à quel point elle était amère. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en laissant un super thanks. Ainsi, je pourrai écrire beaucoup d'autres histoires, comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de cette personne? Je veux vraiment connaître votre opinion, alors écrivez ici dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Ah, et dites-moi aussi où vous écoutez cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Un grand câlin et à la prochaine.